Nous sommes mardi 13 février 2024 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité à Kaya, Barsalgo ainsi que dans plusieurs autres localités du Centre-Nord et du Burkina Faso. Auditeurs et auditrices de la radio WattFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par des juges au siège. Bonjour, juge Ofavaha. Bonjour, président Kaboré. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Et pour cette deuxième convocation, le tribunal de l'actualité auditionne Labidi Naba. Il est le porte-parole national de Faso-Kouz. Avec lui, nous parlerons de l'analyse du mouvement sur le retrait des pays membres de l'AES, donc du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la CEDEAO. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Merci, bonjour M. Kaboré, bonjour M. Vaha et bonjour à tous les téléspectateurs du tribunal de l'actualité, donc de True TV. Et sur ce, je déclare ouverte cette deuxième audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Géoffroy, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention pour cette audience du tribunal, c'est une annonce parce que depuis le 7 février, il a été lancé par l'IFDC, entendez, Centre international pour le développement des engrais. Eh bien, la production d'engrais au niveau burkinabé, on parle de rendre disponible en gros 20 000 tonnes d'engrais au profit de 100 000 petits producteurs et de 70 grossistes et détaillants. Et le plus intéressant, c'est à des prix assez étudiés qui prend en compte les facteurs de production sous nos cieux. On sait que lorsqu'on parle de notre Burkina, la réalité c'est qu'on fait partie aussi des pays qui utilisent le moins d'engrais et c'est ce qui explique aussi évidemment les productions aussi qui sont parfois limitées. Et on espère qu'avec cette initiative, ce sont des éléments qui pourraient aider. Ça se fait en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Je pense que pour ce qui est du départ, il y a en gros 8 régions qui ont été retenues pour être les zones d'intervention. C'est sûr qu'après on verra comment est-ce que ça va être encore plus impactant, mais je pense que c'est un élément déjà à féliciter et ça sera pour le bonheur de nos producteurs. Lorsqu'on sait que ces intrants-là sont majeurs, lorsqu'on veut aller en quantité et en qualité. Analyse sur le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Eh bien, voici le sujet qui sera abordé à cette audience au tribunal de l'actualité avec à la barre le porte-parole de Faso-Kouz. Juge Favara, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. C'est vous qu'on vous a déjà reçu ici. La dernière fois, je pense que c'était après une rencontre avec les forces vives. C'était au Palais des Sports de Ouaga 2000, plusieurs recommandations et vous disiez la dynamique c'était de remettre ça aux autorités pour qu'elles puissent les prendre en compte. Aujourd'hui on est plusieurs semaines après, quelques mois, où on en est? Est-ce que vous sentez que la dynamique est bonne? Ce que vous avez eu à faire comme travail, ça a été intégré? Il y a de bonnes suites? Oui, merci juge Vaha. C'est vrai que les 4 et 5 novembre 2023 se sont tenus ici ce qu'on a appelé la table ronde nouvelle génération, où on a convié les forces vives de la nation autour justement pour leur donner l'opportunité de réfléchir sur les enjeux du moment et dégager les perspectives. Effectivement, des recommandations étaient assorties et il était demandé justement à la table ronde nouvelle génération de porter ses préoccupations auprès des autorités. Et ce qui a été fait, et pour répondre à votre question, il faut dire que le processus est toujours en cours parce que entre autres des recommandations, il y avait justement celle qui concernait la révision de la charte de la transition pour permettre justement à cette transition-là de pouvoir prendre le temps
de travailler sur sa mission principale qui est la restauration du territoire national, mais aussi, il ne faut pas l'occulter, la refondation de notre pays. Donc, l'ALT avait été touchée, le Conseil constitutionnel et aussi le gouvernement par le Premier ministre. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en interaction avec l'exécutif pour justement l'implémentation de ces recommandations. Pour vous dire, les choses se passent très bien. Nous sommes tout de même à 6 mois des délais prévus par la charte de la transition. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Non, nous ne sommes pas inquiets, même si aujourd'hui nous ne sommes plus dans la CEDEAO. Il faut dire que la charte de la transition est un contrat de la transition avec le peuple burkinabé. Et dans ce contrat, il est clairement notifié que cette transition va s'arrêter justement en juin-juillet 2024, même si il y a des mécanismes comme le dynamisme là qu'on avait avec la CEDEAO en matière de révision des délais. Je sais que depuis sous Damiba, il y avait justement cet accord dynamique qu'on avait avec la CEDEAO, même si il y a ça et que nous ne sommes plus dans la transition, et disons dans la CEDEAO, il faut dire de façon assez claire qu'aux yeux du peuple burkinabé, il sied que justement on puisse trouver le mécanisme je dirais objectif pour justement prolonger cette transition. Parce que la prolongation de cette transition, quand on a reçu justement ces forces vives, et quand aujourd'hui on écoute les citoyens burkinabés, c'est déjà même ancré dans l'esprit de beaucoup, et que ce soit les politiques ou des acteurs de la société civile, personne n'est contre cette prolongation, mais il faut qu'on la fasse dans la manière et de façon consensuelle. Alors, autre question de généralité, au-delà de la prolongation de la transition, vous avez aussi demandé des réformes politiques afin d'assainir le milieu. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau également? Oui, il faut dire qu'à ce niveau, il y a beaucoup de réformes qui sont déjà prises en compte. Voilà, notamment des réformes d'ailleurs qui sont en train d'être mises en place. Vous verrez que après ça, je ne dis pas que voilà, la transition n'avait pas sa feuille de route, mais après ça, vous verrez que dans la prise en compte de la transformation de nos matières premières, par exemple, beaucoup d'initiatives ont été mise en place, notamment au niveau minier. Aussi, il faut dire que toujours dans la même veine, on avait parlé aussi de la consolidation de l'AES. Nous, on a parlé même de confédération d'États à ce niveau. Et on peut voir aujourd'hui que avec la décision du mois dernier de sortir, de se retirer de la CEDEAO, et automatiquement et de facto la consolidation justement de cette union de nos pays là, il va sans dire qu'elle va se consolider. C'était aussi un vœu. Et au niveau de la lutte contre le terrorisme, on avait aussi souhaité justement que soit renforcé les opérations, et que le partenariat aussi devrait se faire en tenant compte des aspirations profondes du peuple burkinabé, et surtout en ne se laissant pas influencer par aucune force ou puissance internationale. Et nous pensons qu'à ce niveau aussi, les choses sont en train de se dérouler
conformément à ce que, en tout cas, à nos attentes. Je reprécise un peu la question. À cette table ronde, vous avez parlé de réformes politiques qui allaient permettre d'assainir la scène politique. Jusqu'ici, la suspension des activités des partis politiques est toujours une réalité. D'où ma question, est-ce qu'il y a eu une avancée depuis cette demande-là? Il faut dire que au niveau politique, je peux dire qu'en endogène, il y a un travail qui est en train d'être fait. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, il n'est pas encore impulsé justement ce travail de la prolongation de la transition, il y a un travail consensuel, donc d'implication des politiques et tout, qui est en train d'être fait au niveau justement des autorités. Et bien sûr, au fur et à mesure, il va sans dire qu'il y aura forcément un relâchement d'un certain nombre de choses afin que de façon consensuelle on puisse avancer main dans la main. Sinon, jusqu'aujourd'hui, quand on approche même les politiques, ils sont aussi dans cette disposition de ce qui est en train de se passer. Donc, pour les réformes politiques, des choses vont se faire, voilà, et ça sera dans un futur très proche. Alors, juge Fobara, vous avez la latitude, question de généralité ou dans le fond? On va rester un peu dans les généralités. C'est vrai que vous parlez de la durée de la transition, on n'est plus dans la CEDEAO, donc la question des pressions sur les délais, ce n'est pas ça le plus important, mais tout à l'heure, le président a rappelé que quand même on est astreint à une charte. Et donc c'est un genre d'engagement aussi, quoi qu'on dise, entre les différentes composantes de notre société. Et la charte aussi a décrit la fin de la transition. Je pense qu'on a reçu plein d'acteurs politiques ici. Ils sont tous d'accord que, en tout cas, les délais, c'est utopique de dire qu'on puisse encore les respecter, même quand on connaît le contexte. Je pense que la priorité, c'est autre chose. Quand on est sérieux avec soi-même, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit aller aux élections maintenant, là, qui soit possible. Mais en même temps, lorsqu'il y avait votre rendez-vous de novembre, on avait vu certains dire, bon, même donnons 50 ans à la transition et tout, ça faisait peur aussi à d'autres. Il faut dire que le point n'est pas forcément de dire allons à des élections, c'est même pas. Il faut d'abord qu'on sécurise le pays, mais il faudrait aussi qu'il y ait une transition qui sache qu'elle va s'achever. C'est ce qui permet de rasséréner les uns et les autres et qu'on sente qu'on travaille évidemment à ce qu'on revienne à un ordre normal. Ça aussi, c'est peut-être un discours qui vous parle? Oui. Il faut dire que par rapport à la prolongation de cette transition, la table ronde n'a pas fixé un délai, voilà, de façon assez claire. La table ronde a dit justement que la transition pourrait justement débarrasser le plancher. Permettez-moi le... Bon, non, si vous dites ça, c'est pas bon. Parce que non. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on fasse les choses bien. Fasse les choses bien pour ne pas qu'on revienne encore à des turpitudes et des moments d'instabilité. Mais bien débarrasser le plancher, ça allait d'être lapidaire. Non, on veut que cette transition se passe très bien, nous pose les jalons de ce qu'on peut appeler la structure bonne pour l'évolution de notre patrie, de notre nation. Je crois que c'est ça. Mais débarrasser le plancher parlant de la transition, monsieur... Non. J'ai parlé dans la peau de nos pourfendeurs. D'accord. Oui, de nos pourfendeurs. Sinon, il faut dire que en la matière, la table ronde n'a pas fixé de délai. La table ronde, au contraire, a dit qu'il y avait une mission de la transition qui est de lutter contre le terrorisme. Et donc, quand on arrivera, et ça c'est l'indicateur, à pouvoir réinstaller des villages, à pouvoir réinstaller le maximum de population dans leur localité d'origine, quand justement simultanément le processus de refondation de notre pays va atteindre un certain niveau, nous pensons que voilà, de bon droit, la transition pourrait organiser sa sortie, en tout cas sa fin, pour permettre
voilà, un ordre, si vous voulez, un ordre consensuel, non, constitutionnel, voilà, un ordre, voilà, pour permettre des élections, voilà. C'est vrai que vous parlez de refondation, de réforme. Ça, c'est des éléments qui sont contenus dans la charte, hein, et qui sont de l'ordre des missions aussi de la transition. Tout à fait. Maintenant, pour beaucoup, au départ, on entendait parler plutôt d'une nouvelle constitution, de réforme. Après, on revient à une révision. Et beaucoup d'observateurs disent que c'est, pour ce qu'on a eu, c'est minimaliste pour les objectifs qu'on devrait avoir. Vous le partagez, mais vous êtes confiant que on aura sûrement une nouvelle constitution, que ça va prendre du temps. Mais auquel cas, pourquoi est-ce que se permettre une révision maintenant si on sait ce sera le branle-bas total après? Oui, il faut... cette révision est un peu stratégique et conjoncturelle. Même si elle se révise pour se poursuivre. Il faut dire qu'il était justement bon temps et il était temps que cette révision parcimonique soit faite pour permettre à la transition de pouvoir avancer en toute sérénité. Parce que la constitution qu'on avait, qui est en déphasage avec les aspirations du peuple, et vu que le travail référendaire pour adopter une nouvelle transition et disons une nouvelle constitution et tout pourrait nécessiter beaucoup d'autres conditions qui sont notamment des éléments sur lesquels la transition travaille, notamment la restauration du territoire. Il était justement nécessaire que cette constitution-là soit retouchée en des articles précis pour permettre justement à la transition de poursuivre. Alors, dans le fond du sujet, cela fait maintenant plusieurs semaines où c'est connu de tous. Les États membres de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger ont claqué la porte de la CEDEAO. Vous êtes un acteur de la société civile. Déjà, comment est-ce que vous avez perçu cette information? Et avec l'évolution, on parlait de délais. Aujourd'hui, ces États ont dit qu'ils ne se reconnaissent pas dans les délais qui ont été impartis par la CEDEAO, notamment son article 91 se référant à ces textes. Aujourd'hui, quelle est l'analyse que vous faites? Déjà, il faut dire que le 28 janvier, il y a eu cette décision historique de ces trois pays de quitter la CEDEAO, de se retirer de la CEDEAO sans délai, avec effet immédiat. Pour nous, quelques semaines après, notre appréciation de la situation, elle est favorable parce que ce retrait répond aux aspirations de bon nombre de citoyens burkinabés, nigériens et maliens. Et c'est vrai, la CEDEAO s'en tient aussi à son article 91 qui dispose que pour se retirer, il faut faire comme la Mauritanie l'a fait en 2000, notifier et puis voilà, dans une période d'une année, se retirer. Nous étions dans une disposition qui ne nous permettait pas ça, parce qu'il faut dire que le contexte dans lequel ces trois pays de l'AES ont été amenés à quitter la CEDEAO manu militari fait que on ne pouvait pas justement rentrer dans un processus dont dispose cette charte de 91, même si après des notifications ont été transmises à la CEDEAO.
Oui, mais justement, on va dire notre process a fait l'objet de commentaires. On a vu le communiqué de la rencontre d'Abuja qu'il y a eu récemment. Et il y a la lecture qu'il fait de la CEDEAO de notre sortie. Il parle de la poudre aux yeux. Il remet en cause même les motivations qui ont été données. D'abord que derrière, il y a la main d'une puissance, parlant de l'institution CEDEAO. Et en plus, qu'elle-même ne respectait pas ses textes et prenait des décisions illégales. Elle est revenue un peu là-dessus pour dire que c'était de la poudre aux yeux. Ce n'est pas le vrai fondement. C'est plutôt ne pas respecter les délais ou ne pas respecter les astreintes. C'est un peu pour ça que ces pays-là quittent, ces transitions-là quittent. Commentaire par rapport à cela. Bon, la CEDEAO a toujours eu une lecture étriquée et tronquée du comportement de ces pays en quête de leur souveraineté. Parce que CEDEAO fortement inféodé par les puissances internationales, notamment la France, n'a plus depuis un certain temps la bonne mesure de l'appréciation de ce qui se fait dans sa région, notamment ce qui devrait se faire et qui devrait être conforme à l'attente des peuples de cette communauté. La CEDEAO effectivement dit que c'est pour éviter cette question de la fin de nos transitions que on quitte. Mais moi, je dirais non. En argumentaire, vous avez tout de suite dit que nous ne sommes plus liés à la CEDEAO, donc pour le changement afin de prolonger, il n'y a plus trop à se presser. Oui, tout à fait. Mais dans mes premiers propos et dans la question que Jules Vaha m'a demandé sur la table ronde, vous verrez que nonobstant la CEDEAO, les forces vives du Burkina Faso demandaient déjà cette prolongation de la transition. Voilà, donc ça c'est un fait. Et il a même ajouté que quand on interroge les politiques sur la question, ce n'est pas l'arrêt de la transition en juillet qui est problématique, ou du moins la prolongation de la transition au-delà de juillet 2024 qui est problématique, mais certains posent la question justement de l'inclusion, du consensus. Donc pour nous, la CEDEAO fait encore une grosse erreur et devra, sur cette question précise, faire sa propre introspection, pour se poser des questions de ce qui n'a pas marché. Parce que c'est vrai, nos chefs d'État ont précisé justement les raisons qui les ont amenés à quitter la CEDEAO, qui est notamment que cette CEDEAO est restée passive face aux souffrances de nos peuples durant 10 ans, en prise à l'hydre terroriste, mais aussi que hier j'écoutais le Premier ministre, cette CEDEAO à chaque fois a eu des interactions. Quand elle a eu des interactions avec nos États, c'était de demander, écoutez, le calendrier électoral c'est comment, quand est-ce que vous allez aller aux élections, et toute chose qui est totalement en déphasage avec les attentes des populations. Nous sommes dans un processus de reconstruction d'un pays que nous avons, ou du moins la transition a récupéré, d'un pays en lambeaux que la transition a récupéré, et qu'il faille justement prendre le temps pour le construire, pour poser un socle solide, afin que des générations dans 100 ans puissent savoir que des Burkinabés se sont sacrifiés à un certain moment pour construire un pays au socle prospère, si on peut le dire ainsi. Il y a aussi ces personnes-là qui estiment que c'est une décision qui engage fondamentalement le Burkina et qu'il aurait fallu une large consultation. Est-ce que vous partagez leur point de vue? Ils peuvent avoir raison sur le fait effectivement qu'on aurait pu discuter de la question bien avant, mais
c'est le terrain qui a commandé la manœuvre. Vous savez que depuis juillet déjà, quand on parlait de la Fédération des États du Sahel, tout de suite, c'est le vice-président du Parlement de la CEDEAO qui est sorti pour, justement, dans des propos véhéments, pour dire que cette fédération-là, on n'en a pas besoin et que ça n'aura pas lieu dans cet espace CEDEAO. Je veux tout simplement dire que l'AES, depuis son institution en septembre dernier, a eu justement beaucoup d'attaques, beaucoup de reproches de la part de cette même CEDEAO. Et aussi la CEDEAO, vêtue de cette toge de l'oligarchie prédatrice, exploiteuse et corrompue et désormais criminelle. Vous y allez un peu fort. Non, ce n'est pas fort. Vous savez que chaque mot qui est donné ici peut être largement disserté. Enfin, voilà. Non, je pense que c'est humblement que cela est dit. C'est pour situer et caractériser ce qui se fait. La prédation de nos ressources, ça c'est une chose claire. La corruption, le crime qu'on porte sur nos populations, quand on prend même le terrorisme, c'est un crime de masse. Donc cette CEDEAO n'est plus à mesure, justement, de pouvoir respecter les attitudes, les comportements et surtout la vision de ces trois pays-là. C'est pourquoi, pour répondre à votre question, il était normal, de façon stratégique, que ces trois pays n'exposent pas justement cette ambition de sortir de la CEDEAO au risque de voir justement cette CEDEAO téléguidée par des puissances internationales recevoir des instructions, voire même des actions déstabilisatrices afin que cela ne puisse pas se faire. Je vous rappelle que quand on a annoncé la sortie, le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, c'est le président Macron en France, à l'Élysée, qui dit que ce n'est pas normal. Est-ce que la France est membre de la CEDEAO? Donc, nous pensons que cette façon de sortir de la CEDEAO là, elle est normale. Maintenant, il y a un processus qui a été fait par la transition dans les différents pays d'ailleurs, pour sensibiliser les citoyens par rapport à la question. Notamment ici au Burkina Faso, il y a le chef de la diplomatie qui a donné des justifications, et aussi le Premier ministre il n'y a pas longtemps. Je sais aussi que le camarade capitaine Ibrahim Traoré s'est prêté sur des zones pour expliquer justement cette situation. En tout état de cause, cette sortie n'a pas véritablement offusquer la majorité des citoyens, parce que c'est quelque chose comme si elle l'attendait. Dans tous les cas, nous qui sommes sur le terrain, ces propositions, ce sentiment de révolte et de quitter cette CEDEAO se faisait de plus en plus entendre au sein des peuples de l'AES. Juge Favara. C'est vrai que vous parliez des différentes rencontres. On a eu la plus récente, c'est celle avec le secteur privé, et on a même entendu ce secteur privé, notamment avec celui qui est à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie, qui est un peu le porte-parole, qui disait que, en tout cas, il faudrait que le gouvernement sache que le soutien du secteur privé était acquis et qu'ils se tiennent à leur côté dans la décision qui est prise. Maintenant, évidemment, il y a aussi la partie gouvernementale qui étale un peu ce que sont les alternatives possibles
avec un commerce qui sera un peu plus intéressant, la reconfiguration que ces opérateurs-là pourraient aussi avoir relativement à leurs affaires. Mais il dit aussi, et ça peut-être c'est un discours qui est assez franc, c'est sûr que pour certains, il y aura des avantages à la décision nouvelle. Il a encouragé ces personnes-là, ces opérateurs, à avoir de la résilience et puis à revoir le modèle économique. Donc ça veut dire que ça ne se fera pas forcément sans conséquence. Vous, qui avez appelé par exemple ce retrait de tous vos voeux, comment vous voyez ces alternatives-là justement? Est-ce que vous vous êtes dit que c'est, par exemple, ce volet économique, c'est une opportunité? Et comment? J'imagine que le milieu des affaires aussi, vous connaissez. Le milieu des affaires, vous connaissez? Oui, bien sûr. Je suis d'abord gérant de société. Si. Voilà. Et donc, merci beaucoup pour cette question. Il faut dire que, d'abord, toutes les grandes nations se sont bâties par le sacrifice de leurs fils et de leurs filles. Et quand nous regardons nos pays dans le giron français, notamment ces pays qui sont sous la coupe du franc CFA, il était impératif que ces pays-là, en matière économique, trouvent leur propre voie en termes d'industrialisation, en termes de transformation de leurs matières premières, en termes de souveraineté économique. Et donc, la souveraineté économique ne peut pas venir allègrement où on est assis dans son salon, on bénéficie toujours des mêmes avantages et puis on a toujours les mêmes délices tranquillement. Non. Il y a un moment où les citoyens burkinabés doivent dire que ben voilà, c'est une mission de notre génération qui est justement que nous devons nous sacrifier pour pouvoir poser un socle solide pour la postérité. Et je pense que quand le Premier ministre a échangé avec le secteur privé, j'ai écouté notamment le président de la Chambre de commerce, il y avait aussi le président du patronat qui a pris la parole. Je dirais déjà que ces différentes personnalités et leurs institutions ont été des appuis de la transition. Elles le disent d'ailleurs allègrement, eu égard au soutien qu'ils ont donné dans le cadre du soutien patriotique et tout, et aussi les efforts inlassables que le secteur privé engage pour non seulement résister afin que les entreprises ne tombent pas, mais aussi poursuivre la contribution auprès de la transition en matière de l'aider à la lutte contre le terrorisme. C'est parce qu'il y a justement un pays, c'est parce que il y a voilà, un État que nous, du secteur privé, par exemple, nous pouvons exister, nos entreprises peuvent exister. Donc, en la matière, il faut que nous libérions notre génie créateur. Le gouvernement, jusqu'ici, donne le ton. Le chef de l'État n'hésite pas, justement, par les multiples initiatives. Jules Vaha en a parlé en préambule, de tracer vraiment la voie de notre propre refondation économique. Et je pense que c'est ce qui va nous libérer. Si on arrive à transformer nos matières premières, à transformer nos produits agricoles, si on arrive à bâtir justement des règles économiques et des règles d'échange commercial en faveur de notre pays, forcément, si on produit de la richesse ici, c'est les autres pays qui viendront vers nous, et donc la respectabilité commence par là. Nous en sommes conscients, je pense même depuis 1960, mais sauf que
le politique n'a pas été au rendez-vous, justement, de prendre cette voie courageuse d'autodétermination. Ce n'est qu'en 1983, je ne dis pas qu'avant il n'y a pas eu de tentatives heureuses, ce n'est qu'en 1983 qu'avec, sous l'égide du camarade capitaine Thomas Sankara, des choses ont été faites, des slogans ont été accompagnés d'actes ont été lancés comme consommons burkinabé et produisons ce que nous consommons. Je pense que à l'heure où nous sommes, c'est ce que nous devons opérationnaliser afin d'être un pays voilà. Je vais saisir la perche du juge Vaha à travers sa question pour l'approfondir. Vous avez des réalités au niveau du secteur privé. Aujourd'hui, quand vous prenez les populations, cette décision, elle est irréversible. Ce retrait de la CEDEAO, elle est saluée par beaucoup. Vous en avez fait écho tout à l'heure. Mais il y a cette réalité, il y a ces craintes-là que beaucoup ont. Quand on prend, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes au niveau du secteur privé également, quand on prend la libre circulation des biens et des personnes, c'est tout de même une relation de 49 ans. Ce retrait, comment est-ce que ça peut impacter sur la libre circulation des biens et des personnes? D'abord, il faut dire que le retrait des pays de l'AES n'est pas un conflit contre le reste des pays de la CEDEAO. Mais là, on parle d'un acquis qui était là au sein de la CEDEAO. Oui, bien sûr. Et ce retrait n'occulte pas et n'empêche pas que soient engagés des rapports bilatéraux entre les différents pays. Ces rapports d'ailleurs existaient dans le cadre même de la CEDEAO. Pour prendre le cas du Burkina et de la Côte d'Ivoire par exemple, on a le TACT, ce traité d'alliance d'amitié et de coopération, de coopération, qui à l'intérieur a garanti un certain nombre de choses en termes d'intégration de population et tout. Dans tous les cas, les frontières héritées de la conférence de Berlin ont divisé des familles. Moi, je vais même jusqu'à la cellule familiale. Et donc, ce n'est pas justement ces différentes frontières qui vont prendre le dessus sur les rapports traditionnels et endogènes que à ces différentes populations, même si il faut un cadre réglementaire, un cadre commercial qui favorise tout cela. Donc, je dirais encore sur cette question-là que les États disons l'alliance des États du Sahel travaillera sans nul doute à impulser d'autres rapports dans le sens de garantir les acquis qui existaient avec les pays de la CEDEAO. Parce que autant nous avons des entreprises et des Burkinabés dans le reste des pays de la CEDEAO, autant ces différents pays ont aussi des citoyens et des entreprises dans l'espace AES. Donc l'intelligence commandera que des mécanismes soient trouvés pour consolider ces acquis au lieu justement de rentrer dans un conflit ouvert. Juge Vaha. Oui, ce que vous dites c'est vrai, mais il y a peut-être à relativiser avec les proportions. Parce que quand on connaît la communauté burkinabé dans les pays voisins, Ghana, Côte d'Ivoire, et on en citerait d'autres, tout comme malienne, c'est sans commun rapport avec l'inverse. Donc ça aussi pour moi c'est un élément à prendre en compte. Et c'est clair que ça doit être une inquiétude aussi pour nos concitoyens qui y sont, parce qu'ils se posent des questions sur qu'est-ce que cela aura comme impact. Maintenant, moi là-dessus, je voulais aussi que je me dise, est-ce qu'il ne faut pas préparer les esprits? Parce que, vous savez, on nous dit qu'on pourra avoir peut-être des accords bilatéraux, multilatéraux avec ces pays-là de la CEDEAO, mais ça serait difficile de quitter la CEDEAO et obtenir
ce qu'on avait en étant dans la CEDEAO. Je crois que ça serait utopique de se dire que c'est possible. Étant entendu que chacun des pays membres de la CEDEAO ne signera que les accords qui permettent la CEDEAO d'abord. Et après, il y aura forcément le regard du genre de rupture qu'on avait eu, ou la dynamique de rupture qu'on a eu avec eux. Et pour moi, est-ce qu'il n'y a pas le discours de vérité à avoir? J'ai aimé, par exemple, lors de la rencontre avec le privé, lorsque l'exécutif dit que pour ceux qui auront, en tout cas, des impacts majeurs, qu'ils soient résilients, qui se préparent à la résilience ou à revoir leur modèle économique. Est-ce que ce n'est pas ça le discours de la vérité à avoir, que de se dire non, c'est possible d'avoir des coopérations bilatérales? Oui, c'est possible, mais ça ne sera plus dans les mesures de ce que nous avions avec la CEDEAO. Est-ce qu'il ne faut pas préparer les esprits concrètement à cela et à se dire, construisons plutôt les alternatives et présentons à nos populations, parce que c'est un choix courageux qui ne se fait pas sans conséquences, préparons la population à nos alternatives, déballons-les, disons, c'est pas maintenant que ça va changer, mais c'est petit à petit que ça va se construire et vous n'allez pas regretter d'être parti. Merci, juge Vaha. Sur cette question, je dois d'abord relever un élément. Vous savez, un État sérieux, pour ne serait-ce qu'un seul de ses citoyens qui se retrouve dans un pays X et qui est en difficulté, se doit justement de prendre toutes les mesures nécessaires de venir justement en réponse aux préoccupations de ce concitoyen. Pour dire que ce n'est pas le rapport du nombre justement des Burkinabés, par exemple en Côte d'Ivoire, ou des citoyens de l'AES dans les différents pays de la CEDEAO, par rapport à ceux qui sont à l'intérieur de l'AES qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est que déjà la mixture, si vous me permettez le terme, des différents citoyens de cet espace ouest-africain était déjà garantie, que ce soit au niveau même nuptial ou bien au niveau économique. Ce mélange est déjà là. Et donc, tous les États de cette zone-là devraient avoir la prudence et justement travailler pour que ces différentes populations, ces différents citoyens qui se retrouveraient hors de leur espace, de leur pays, pour que leurs intérêts soient garantis. Et c'est ce qui me permet d'oser croire que cette intelligence va exister au niveau de la CEDEAO et que pour la première fois, elle ne va pas se laisser instrumentaliser et justement aller dans un échange avec les pays de l'AES pour garantir... Mais convenez que c'est une déduction logique de quitter la CEDEAO. C'est une déduction logique de quitter la CEDEAO. Quand vous avez quitté la CEDEAO, c'est la déduction logique des conséquences. Ça veut dire quoi? Vous êtes traité comme un Gabonais ou bien, je sais pas, mais un Congolais qui vient dans l'espace CEDEAO parce qu'il n'est pas de l'espace CEDEAO. Vous convenez au moins que ça, c'est normal, non? Je veux dire que c'est la conséquence textuelle des choses. Oui. Voilà pourquoi je dis, est-ce qu'on ne devrait pas crânement poser ces questions-là et puis voir quelles sont les alternatives qui sont en train d'être trouvées. Peut-être que voilà, ce discours de vérité. Moi, je ne dis pas ici que tout sera rose, non. Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir ce discours de vérité, de dire que c'est vrai, il y aura des éléments qui peuvent être des éléments de friction ou difficiles à gérer, mais le choix qu'on a fait aujourd'hui, là, c'est peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais on ne regrettera pas cela. Mais il faut accepter qu'il y aura des désavantages à ces choix. Pas que non, ne vous inquiétez pas, ça sera... Non, il faut accepter, il faut mettre ça dans la tête déjà, il faut qu'on le dise véritablement. Non, et nous le mettons dans la tête. Maintenant, quand vous, par exemple, vous dites, il faut espérer que la CEDEAO n'aille pas jusque-là. Non, à partir du moment où on décide de quitter la CEDEAO, tous nos concitoyens qui y sont risquent d'être traités comme des gens hors CEDEAO. Et ce sera naturel. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose à prévoir crânement et puis de se dire on trouve des alternatives? Non, comme justement la CEDEAO peut, dans une certaine mesure, se dire, ben, écoutez,
il y avait un cadre qui est là, même si ces pays sont sortis, il faut quand même garder ses acquis. Nous ne sommes pas dans une confrontation sauvage. Dans tous les cas, ce que vous dites est bien pertinent, et nous travaillons justement à éclairer la lanterne et à préparer les esprits, justement à la résilience. Et tantôt je parlais justement de ce que aucune nation ne peut se bâtir sans le sacrifice de ses leaders, de ses citoyens. Et la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des acquis dans la CEDEAO. Parce que j'étais le bébé et l'eau du bain aussi, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas justement ici poser. Parce que nos différents chefs d'État l'ont exposé de façon assez claire. Ce qui nous a amené à sortir justement de cette CEDEAO, c'est que la CEDEAO, créée le 28 mai 1975, avec des raisons sociales bien déterminées, l'intégration des peuples, l'entraide, et justement, donc dans l'entraide, on a tout, à dévoyer non seulement de ses missions originelles, mais aussi aujourd'hui, s'est laissé inféoder par des forces impérialistes, qui fait que ces agissements sont justement en contradiction totale avec ce que ces peuples attendent. Donc, dans ce cadre-là, on ne pouvait plus prospérer, surtout que nous sommes en lutte contre le terrorisme, et aucune cartouche, aucun Kalachnikov de cette CEDEAO, aucun homme armé de cette CEDEAO n'a été vu, en tout cas la CEDEAO n'a déployé aucun militaire sur le théâtre des opérations. Bien au contraire, il a fallu le coup d'État au Niger en juillet dernier pour qu'on comprenne que justement la CEDEAO avait la capacité de mobiliser une force armée pour aller dans un pays souverain déloger des militaires au pouvoir. Donc, quand on regarde justement des comportements ainsi, par rapport à l'économie et à nos visions et nos perspectives de développement économique, il était temps de ne pas justement sacrifier nos différents États, parce que c'est parce que les États existent qu'on parle d'économie. Donc la priorité ici, c'était vraiment de parer à tout ce qui se tramait et pouvait se tramer au sein de la CEDEAO, qui n'est plus elle-même, de parer à cela afin d'ouvrir d'autres portes, justement d'aménagement, fut-il économique ou d'autres ordres. D'accord, nous sommes presque au thème de l'audience. Vous avez tout à l'heure parlé du Niger, et justement, le président nigérien Abdourahmane Tiani, au cours d'une interview, a dit récemment que l'abandon du franc CFA et l'adoption d'une monnaie souveraine est une étape nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, nous, depuis 2018, déjà, nous avons tenu des manifestations, des conférences sur la question de la monnaie. Nonobstant même la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, pour être plus précis, l'UEMOA que nous avons aujourd'hui, où on dépense le franc CFA, ne nous arrange pas. Le franc CFA ne nous arrange pas. Donc, pour construire un pays véritablement souverain, la monnaie est un instrument fondamental de cette indépendance. Et donc, il lui fallu, et nous on a appelé à cela depuis longtemps, travailler à avoir notre propre monnaie.
et avoir notre propre monnaie. Vous savez, quand on a parlé de l'éco, on nous a parlé de convergence économique des États membres. C'est des réalités. Il faut rentrer. Non, ce sont des réalités. En fait, vous savez, c'est ça aussi quand beaucoup parlent des intellectuels, des quoi, bon, qui nous plombent. La Guinée, en 1958, elle n'a pas attendu une certaine prospérité économique pour se faire sa monnaie. Au Ghana aussi, ça a été pareil. Même si aujourd'hui, beaucoup ont travaillé pour, en tout cas, rendre difficile la monnaie guinéenne. Non, nous disons que les pays de l'AES peuvent, un beau matin, au niveau de la banque, après un retrait, qu'on constate qu'on a d'autres monnaies. Ça n'a aucun problème si justement notre vision et notre détermination est de produire de la richesse et justement de mobiliser les forces intérieures pour consolider nos économies. En termes de gage, on ne doute pas. Ces pays au niveau de l'AES ont des richesses en termes de superficie, en termes de ressources naturelles, mais ils ont aussi des faiblesses. Ce sont des pays enclavés. Quels sont les gages que vous avez par rapport à cette nouvelle monnaie qui, selon vous, doit être inéluctablement faite tout de suite et maintenant? Non, les gages, c'est quoi? Je parlais de la Guinée. La Guinée peut être justement une porte portuaire pour les pays de l'AES. Et comme je vous parlais de la Guinée pour ce qui était de la fédération, aujourd'hui on ne parle plus de la Guinée. Oui, on ne parle plus, mais on va toujours avoir des relations avec ces différents pays. Même les pays de la CEDEAO, notamment le Bénin, le Togo et d'autres pays qui sont, et même la Côte d'Ivoire, qui sont des pays portuaires, on aura toujours justement des rapports avec ces différents pays-là. Parce que ça me ramène à ce que je disais sur justement les rapports bilatéraux et les acquis, au niveau de la CEDEAO que nous ne devons pas aussi jeter. Ce sont des choses à réadapter et justement... C'est pour ça, moi, ce que je disais là, ça nous rattrape. Ce n'est pas qu'il n'aura plus de rapport avec ces pays. C'est des rapports qui vont continuer, mais le problème redéfinit autrement parce qu'on ne fait pas partie de l'espace. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas la réalité du discours de préparer les esprits à cela de façon concrète et très claire? On va importer du n'importe quel, du port avec lequel on est le plus à l'aise. Ça c'est clair, mais ça va nous coûter plus cher parce qu'on n'est pas dans l'espace. C'est juste ça, c'est pas que on va nous interdire d'accéder à des ports. Eux ils cherchent de l'argent, nous aussi on veut faire nos affaires. Ça c'est clair, ça ne va pas finir. Mais seulement c'est que il faut le discours de se dire que maintenant il y aura aussi des répercussions, il faut accepter. C'est ça en fait le discours. Sinon ce n'est pas que... Non, les répercussions et la réalité du terrain vont amener ces différents pays qui ont des ports à, s'ils veulent justement appliquer certaines règles parce que nous ne sommes plus de l'AES, à réviser leur position. Regardez par exemple quand ces sanctions inhumaines, illégales et illégitimes ont été prises contre le Niger. Mais ce sont les populations béninoise par exemple, puisque le Bénin a fermé hermétiquement sa frontière, hermétiquement. Ce sont les populations béninoises d'ailleurs qui ont dit mais écoutez, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui le Bénin a un autre langage sur la question. Si vous prenez le Mali et le Sénégal, c'est à peu près ça. Parce que ce sont des échanges commerciaux. Autant nous on bénéficie du port, par exemple, de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire aussi tire des rentes de ce commerce. Et c'est ce qu'il faut garantir. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette deuxième convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que Labidi Naba, le porte-parole national de Fasokouz, était notre convoqué à la barre du tribunal. Avec lui, il a été question de l'analyse de la décision des États de l'Alliance du Sahel de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Merci d'avoir répondu à la convocation.
Merci M. Kaboré et merci à tous. Merci juge Ofava pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs. Merci aux équipes techniques de réalisation à la télé et à la radio Watt FM. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.